Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'une semaine dans le monde. Nous allons évidemment consacrer une très large partie de cette émission à l'Ukraine. Des corridors humanitaires seront-ils enfin mis en place à Mariupol et dans d'autres villes du pays? Sommes-nous face à une guerre d'usure? Les deux camps peuvent-ils s'entendre sur un cessez-le-feu durable? Voilà autant de questions que nous poserons à nos invités. Et puis nous reviendrons aussi sur la démonstration de force dont a fait preuve le président tunisien. Autour de cette table avec nous, Laure Simoes. Bonjour Laure, merci d'être là. Bonsoir. Vous êtes directrice éditoriale de Cartooning for Peace. À vos côtés, Cyril Payen, grand reporter à la rédaction de France 24. Cyril, vous étiez en Ukraine et vous signez ce documentaire, La bataille d'Irpin, carnet de route en Ukraine. C'est à retrouver sur le site de France 24 notamment. Ziad Limam, bonsoir. Merci d'être là, Ziad, directeur du mensuel Afrique Magazine. Et puis Paolo Levi, bonsoir à vous, le correspondant de l'agence de presse italienne ANSA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très heureuse de vous avoir avec nous. On va commencer par tenter de faire un point sur les négociations ou pas, ou en tout cas les espoirs de paix après 37 jours de guerre en Ukraine. Des discussions se sont tenues par visioconférence.Elles ont repris entre les délégations russes et ukrainiennes ce vendredi. On va écouter le ministre ukrainien des Affaires étrangères et puis on se reparle juste après. Nous attendons une réponse formelle de Moscou. À partir de cette réponse, on verra si la Russie continue à parler le langage des ultimatums, directement ou de manière déguisée, ou si elle est vraiment passée à une discussion constructive de l'ordre du jour et à la recherche de conditions mutuellement acceptables. Voilà, ce que l'on retiendra surtout, c'est que ces négociations patinent. Les perspectives de paix, on ne les voit pas depuis 37 jours de guerre. Est-ce qu'on est en train de chercher à gagner du temps des deux côtés, Cyril ? Écoutez, c'est ce que, en tout cas, pensent très profondément les gens sur place, les principaux concernés, c'est-à-dire les Ukrainiens, dans la région où il y a un retrait effectif, je dirais logistique ou stratégique, on ne sait pas, des forces russes, c'est-à-dire les alentours de Kiev, la région de Boutcha, qui vient d'être libérée, sont des districts, Boutcha, Hostomel et surtout la ville d'Irpin, sont des villes résidentielles de 60 à 70 000 habitants qui ont résisté dès le début, puisque c'était l'accès extrêmement symbolique lors du début de l'offensive à Kiev, de prendre Kiev. Mais les Russes sont sous plusieurs fronts. Et c'est vrai que s'il y a un retrait de ces endroits, il reste des villes qui sont totalement martyrisées, il n'y a pas d'autre mot, avec des négociations cas à cas, de corridors humanitaires. Enfin, ce sont des choses qui n'ont pas tellement de sens sur place, parce que pour en avoir vécu quelques-uns, des cessez-le-feu donnés par Moscou, il y a des bombardements, il y a des explosions qui continuent, des civils qui sont sous le feu. Donc en tout cas, pour résumer l'ambiance notamment dans la ville de Kiev, c'est un optimisme très prudent. On ne croit pas du tout au message de paix qu'on a pu entendre en Turquie. On pense que c'est juste un redéploiement stratégique opportun et Moscou gagne du temps et que le dessein final est de continuer cette guerre. Ziad, est-ce qu'un point de bascule peut être atteint si le président ukrainien rencontrait Vladimir Poutine, si au lieu d'avoir des délégations qu'on envoie pour négocier, il y avait une vraie confrontation entre les deux hommes ? Confrontation, c'est probablement le bon mot d'ailleurs. Je ne sais pas comment ça pourrait... Ils se parlent, mais au moins ensuite, ils peuvent peut-être envisager la suite. Non, mais je pense qu'on n'en est pas au stade. Je pense qu'on n'en est pas au stade où une rencontre à ce niveau-là permettrait d'aplanir les derniers détails d'un accord de paix. Je pense que pour la partie russe, il est hors de question d'arrêter cette guerre aujourd'hui, c'est très clair. On ne peut pas l'arrêter sur cette sensation de demi-défaite ou d'embourbement. Et on n'a pas assez de cartes dans les mains, on n'a pas assez de régions qui sont totalement sécurisées, dont on pourra négocier. On n'a même pas d'ailleurs pris toute la partie qui est stratégique, de toute cette partie du Donbass jusqu'au sud, jusqu'à Odessa. Donc on ne voit pas pourquoi aujourd'hui, c'est triste à dire, on ne voit pas pourquoi les Russes feraient des concessions. Parce qu'ils s'enlisent. Oui, justement. Mais l'enlisement, comme vous disiez, ça peut être aussi le moment de se redéployer, de faire tourner les troupes, de respirer, une nouvelle stratégie. Peut-être qu'ils se rendent compte que la stratégie des sièges, finalement, ça leur coûte assez cher en termes quand même d'image globale. Donc peut-être qu'il y aura autre chose. Moi, je crois qu'on est loin. Les spécialistes de la guerre disent qu'il faut arriver à ce fameux tipping point où il n'y a plus d'espoir de gagner ni qui pousse à la négociation. Et je pense qu'on n'en est pas là. Et puis, les Russes souffrent des sanctions, mais finalement, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut lire sur la Russie quotidienne d'aujourd'hui, c'est pas si violent que ça. L'opinion publique
tient à peu près, ça dépend des générations, mais bon, voilà, il n'y a pas de rupture de stock, il n'y a pas plus rien à manger, le rouble se tient. Est-ce que c'est pas une question de temps? Oui, mais c'est pour ça qu'on a le coût des sanctions qui vont peser sur l'Europe en particulier, plus que sur les États-Unis, et le coût des sanctions qui vont peser sur la Russie. C'est 2 tuyaux qui vont durer pendant des mois. Et là aussi, c'est une question de résistance et de résilience. Oui, on va y revenir. Paolo Levi, je vous ai vu acquiescer. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Ziad Limam? On est en train de s'installer dans une guerre d'usure et finalement, le dialogue n'est pas possible. Écoutez, c'est très difficile de prévoir parce que vraiment, la situation, chaque jour, elle est tellement fluide et complexe. Une chose est sûre, Poutine a déjà perdu la guerre d'un point de vue politique et économique. Ça, c'est sûr et certain. En interne ou sur la scène internationale? Sur la scène internationale. Et je pense sur la longue période d'un point de vue aussi interne, parce qu'il s'est poussé bien trop loin. Il a peut-être compris en redéployant maintenant ses efforts seulement sur une partie de l'Ukraine, alors que en un premier temps, il avait lancé une guerre totale qui nous a laissé en Occident tous complètement bouche bée. Et voilà, maintenant la situation elle risque de s'enliser parce que la résistance ukrainienne montre chaque jour à quel point elle est déterminée à ne pas se laisser renverser par Poutine. Il y a aussi un sens d'identité très fort, national, ukrainien, qui n'existait pas auparavant. Et c'est peut-être un miracle qu'a fait Poutine, sans bien sûr le souhaiter, qui s'est produit par cette guerre. Et donc, même dans les régions les plus philo-russes, les gouverneurs n'ont pas intention de se soumettre, disons, aux militaires de Poutine. Donc, la situation, elle est très, très difficile. Le risque, c'est que ensuite, ça s'enlise de plus en plus et qu'on va assister peut-être à une guerre civile de longue durée. Moi, je ne l'espère pas. J'espère qu'on puisse une guerre civile intérieure même de exactement, comme on l'a connu, par exemple, en Italie pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre deux camps, entre les fascistes et les résistants. Et donc, c'est très difficile de prévoir. Mais on va voir. Cyril, ce que disait à l'instant Paolo Levi, c'est ce sentiment, ce fort sentiment d'appartenance à l'Ukraine. C'est ce que vous avez ressenti lorsque vous y étiez sur place, c'est-à-dire qu'il a réussi à fédérer une mobilisation incroyable, qui a été documentée depuis, mais qui n'était certainement pas prévue dans le plan de bataille de Moscou, puisqu'il s'agissait, vous le disiez très justement, d'une guerre éclair. On envoie les parachutistes en amont près de Kiev, et puis on prend les grandes villes. Et c'est exactement ce qui ne s'est pas passé, parce qu'il y a ce sentiment qui est incarné par la mission quasi sacrificielle du président Zelensky, qui lui aussi est une anomalie, je dirais, parce que, et pour l'avoir rencontré, c'est un homme qui incarne cette guerre, mais avec toute sa vulnérabilité, parce que c'est un homme qui nous a parlé pendant 2 heures et qui parlait de sa fatigue, qui parlait de la résilience, oui, mais c'est là aussi, je voudrais rebondir là-dessus, c'est que la résilience et le temps long, puisqu'on sait qu'on va s'inscrire dans un temps long, les services secrets américains qui sont quand même très très bien renseignés depuis le début et avant même le conflit, puisqu'il l'annonçait depuis longtemps, savent qu'on est sur un temps long, mais à qui va profiter le temps long? C'est pas nécessairement les Ukrainiens, parce qu'ils sont fatigués, les Ukrainiens. On voit bien que ces forces de résistance, cette mobilisation intergénérationnelle qui est assez incroyable, hein, ça je l'ai vu à travers tout le pays au front, avec des hommes, des femmes, des gens qui résistaient en restant, des artistes qui se mobilisaient en revenant à Kiev pour faire des cocktails Molotov, pour lesquels par exemple il n'était pas question de prendre un fusil, mais de fabriquer des cocktails Molotov. Donc cette mobilisation, on l'a bien vu, mais sur le temps long, c'est difficile à dire, et on peut penser quand même que les stratèges de l'état-major russe le savent, et que là, ça va dépendre de l'engagement de nous, c'est-à-dire de l'Occident, et c'est pour ça que le président Zelensky continue de taper du poing sur la table, continue de faire ses plans de communication, très bien réussis aussi, mais ça aussi, ça va peut-être finir par s'épuiser, on ne sait pas, on en aura peut-être assez de le voir tous les jours parler au Parlement de tous les pays. Une fatigue qui peut s'installer effectivement. Mais il faut faire attention au temps long. En Europe, oui, on peut passer de la compassion finalement au désintérêt peut-être, ou à regarder ailleurs, comme ce qu'on avait fait en Syrie. Ziad, l'issue de cette guerre, est-ce qu'elle dépend aussi de l'appui, et surtout elle dépend de l'appui des Occidentaux, dans la mesure où pour l'instant il y a un soutien militaire, du matériel est envoyé, mais là encore, ça rejoint un peu ce que disait Cyril, pendant combien de temps on va perfuser et envoyer de l'équipement militaire comme ça? Oui,
d'abord, on envoie de l'équipement militaire, mais on envoie un équipement militaire qui n'est pas, enfin, j'allais dire, déterminant. Il permet de résister. Mais ce n'est pas quelque chose qui change les données de... Les chars et les avions ne sont pas arrivés encore. De la bataille. De l'Occident, c'est un mot complexe parce que tout le monde n'a pas totalement les mêmes intérêts. Et dans une perspective longue, on va sentir des fragilités s'installer. On voit déjà la question énergétique maintenant qui devient une vraie question. C'est-à-dire que si demain... puisque c'est vraiment l'actualité là en ce moment, si on ne paye pas le gaz en roubles, les Allemands vont avoir froid après-demain matin. Donc ça va vite donner, on va vite voir jusqu'à quand durent les solidarités. Et puis aussi, on a tendance à focaliser ce conflit, ce qui est vrai d'ailleurs, comme un conflit autant Occident-Russie. Mais il y a des acteurs tierces qui jouent un rôle très important. La Chine, personne n'arrive à décrypter ce que font les Chinois aujourd'hui. Est-ce qu'ils aident? Est-ce qu'ils n'aident pas? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire main basse sur le pétrole et le blé? Les Européens, c'est de faire pression alors, sur Pékin. L'Inde, ça joue un rôle très important. Et puis, il y a tout le reste du monde, excusez-moi, qui regarde ça comme une espèce de tragédie intra-blanche. Quand vous allez aujourd'hui en Afrique, en Asie du Sud-Est, il y a des amitiés, par exemple, russophiles en Amérique latine, c'est spectaculaire. Tous ces mouvements d'amitié au Mexique, on est pro-russe parce qu'on est pro-anti-américain. Donc la complexité de cette histoire, elle dépasse notre lecture à nous, qui est très frontale. C'est pour ça qu'on parle de conflits longs et de conflits qui va perturber, qui va bouger les axes géostratégiques de beaucoup de gens. Parce qu'au fond, ça implique des questions qui vont plus loin que l'impérialisme. C'est voilà, un mot intéressant qui revient, l'impérialisme, parce qu'on est quand même face à une guerre très impériale, d'un pouvoir qui veut poser son empreinte en disant « non, c'est chez moi ». Mais l'impérialisme, il y en a partout. La critique de l'Amérique rebondit avec l'invasion russe. C'est quand même un drôle de... On reparle de l'Irak aujourd'hui parce qu'il y a l'invasion russe de l'Ukraine. Donc on voit à quel point tout ça est lié. Et pour beaucoup de gens dans le monde, c'est des conflits qui se ressemblent. Je ne sais pas si je suis très clair sur la fin, là, mais voilà, c'est les puissants et les moins puissants. Donc les puissants, les non-alignés? Oui, enfin, les non-alignés, il faudrait qu'il y ait une puissance non-alignée aujourd'hui qui l'incarne. Les Chinois ne l'incarnent pas beaucoup, ils ont leur propre alignement à eux, ils sont tellement lourds maintenant qu'ils peuvent décider pour eux. Mais les Chinois soutiennent pour l'instant les Russes. S'ils venaient à changer de positionnement, est-ce que ça changerait la donne? Les Chinois, ils soutiennent eux. Ils soutiennent leurs intérêts. Et leurs intérêts, pour le moment, c'est d'avoir cette espèce de fil qu'il faut décrypter, et comprendre. Et oui, ils ne disent pas non à son. Ils sont assez tentés quand même par le côté bipolaire de ce qu'on est en train de vivre. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est effectivement mosaïque, c'est un peu compliqué, vous avez parfaitement raison, mais ça renvoie de manière inexorable à un paradigme de guerre froide, à un affrontement bipolaire. Et les Chinois, je pense, n'hésitent pas trop. Ils ont déjà décidé et ils font main basse sur ce changement de mondialisation, en fait, sur fond d'idéologie anti-américaine. Ça renvoie à ce que vous disiez très justement. On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Et la Chine, aujourd'hui, est maître d'ambiguïté. Aujourd'hui même, il y a un sommet UE-Chine et l'Union européenne cherche à tout prix de faire sortir Pékin de cette ambiguïté, mais cette ambiguïté... Et les Chinois disent aux Européens, sortez de l'orbite américaine et soyez un acteur vous-même. Alors, comment est-ce que ça se manifeste, Laure, à travers les illustrations que vous nous proposez ce vendredi? Ça se manifeste, mais je vais vous en donner un petit échantillon, un tout petit échantillon, parce que vous imaginez le nombre de dessins qu'on reçoit du monde entier. On va commencer par un premier dessin de Nicolas Vado, dessinateur belge, qu'on va voir, j'espère, très bientôt à l'antenne. Voilà, tout le monde aura reconnu le maître du Kremlin. Je retire mes troupes d'Ukraine, je libère les opposants, je pars en vacances avec Zelensky, je quitte le pouvoir, Biden sera content. Voilà. C'est évidemment un poisson d'avril de circonstance. J'ai pas pu m'en empêcher, désolé, ça me démangeait. Il est permis de rêver, n'est-ce pas? Un deuxième dessin du grand dessinateur algérien Ali Dilem. C'est vrai qu'avec la reprise des pourparlers cette semaine, Ali Dilem, on va le voir. Avec la reprise des pourparlers cette semaine, on avait un peu le droit, n'est-ce pas, d'espérer. Poutine est prêt à négocier avec Zelensky, mais à ses conditions.
position. Alors, Dina m'a tout de suite imaginé la scène. Alors, évidemment, hein, c'est un peu inspiré de la rencontre aussi entre Emmanuel Macron et ce Vladimir n'est ni Poutine. le Z de Zelensky, ni le Z de Zemmour. Hein, c'est évidemment le Z des chars russes. Et Dilem s'est fendu dernièrement d'une collection de dessins autour de cette table mythique qui est devenue une sorte de personnage à elle toute seule. Puis un troisième dessin donc, du dessinateur français Urbs, avec sa désinvolture légendaire. On a l'impression qu'il fait ça sur un bout de coin de table. C'est vrai que donc, la Russie, elle a concédé elle a fait quelques concessions cette semaine. La Russie promet une baisse drastique des attaques. Je fais quoi ? Vise doucement, c'est dire à quel point personne ne croit... tout le monde reste très prudent, évidemment, hein, sur les annonces qui ont été faites. Et puis, on parlait de la Chine, justement, un autre dessin de Nicolas Vado qui est décidément très, très, très... productif sur ce conflit. Quel rôle pour la Chine ? Ben voilà, jusqu'à présent, l'arbitre, il tourne le dos au conflit, même s'il penche plutôt d'un côté, il pense avant tout à ses intérêts. Et puis pour terminer quand même, et pour en revenir à la situation terrible des civils, un dernier dessin donc, d'Amorim, dessinateur brésilien, sur le siège de Mariupol, évidemment, les bombes qui continuent à faire des victimes, les réfugiés qui quittent le pays, et puis le casse-tête chinois pour mettre en place ces couloirs humanitaires, tant bien que mal. On voit que l'ONU a du mal, et pour cause. Et ces couloirs humanitaires que vous évoquiez à l'instant, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ? Une équipe de la Croix-Rouge faisait route aujourd'hui vers Mariupol avec un nouvel objectif, un nouvel espoir, c'est de faire évacuer ces populations. Et finalement, ils se sont rendus à l'évidence tout à l'heure en annonçant l'échec de cette tentative. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Mais aujourd'hui, il y a eu un coup de fil, un énième, entre le président Emmanuel Macron et le président ukrainien Zelensky. Et cette question a été évoquée parce que Zelensky a demandé au président de la République justement d'intervenir pour garantir l'ouverture de ces couloirs. Il l'avait fait d'ailleurs, Emmanuel Macron. Et il l'avait déjà fait. Et la raison, elle est très simple. Il n'y a pas les conditions de sécurité parce que Mariupol continue à être sous les bombes. Donc il n'y a pas les conditions sécuritaires pour assurer ces couloirs. Et il y avait des dizaines et des dizaines de bus qui étaient prêts, on les voit dans les images des bus de la Croix-Rouge qui étaient prêts à évacuer les civils de cette ville, martyre de la guerre. Et donc vraiment, il est vraiment fondamental que la paix puisse revenir tout de suite. Demain, Poutine doit absolument revenir à la table des négociations parce que tout cela est inhumain et ça ne peut pas être de notre monde. C'est immonde. Et Cyril, vous qui étiez sur place, pourquoi est-ce que ces couloirs humanitaires ne fonctionnent pas entre le moment où on les annonce et le moment où on essaie d'évacuer ces populations? Il se passe quoi? Sans doute qu'on n'est pas du tout, on n'utilise pas le même vocabulaire que celui du Kremlin. Enfin, on le voyait dans les cessez-le-feu où nous étions, à essayer de voir des civils qui partaient donc des districts du nord-ouest de Kiev, où on a passé essentiellement du temps. Les combats faisaient rage, il y avait des corridors humanitaires qui étaient annoncés. Mais en direction dans les villes. Et de la Biélorussie, de la Russie oui, enfin, en dehors de Kiev, pour que les gens puissent sortir de ces zones, d'Irpin, Boutcha, Hostomel, encore une fois, qui étaient très importantes stratégiquement. Et on était sous les bombardements constants. Donc les civils ne croient pas du tout à ce genre de termes. Et je crois qu'on est, encore une fois, Vladimir Poutine gagne du temps. Et on pose d'ailleurs des questions, même si le président Zelensky disait en aparté que c'était très bien qu'Emmanuel Macron l'appelle tout le temps et passe beaucoup de temps au téléphone avec lui, il s'en moquait un peu aussi, Emmanuel comme il l'appelle, on peut quand même se poser la question de l'efficacité de ce genre de coup diplomatique, puisque là par exemple Mariupol, rien ne s'est passé. Et on voit l'état de la ville, Kharkiv va être pareil, ce sont des villes totalement qui vont être rasées. Parce que ça fait... Poutine s'en sert comme des exemples. Donc les cessez-le-feu, les corridors humanitaires, au point de destruction on est arrivé dans des villes pareilles, c'est vraiment que des mots. Hein. Si la prise de ces villes est avérée, si Vladimir Poutine atteint cet objectif que vous évoquiez d'ailleurs tout à l'heure, Ziad, raser une ville, la détruire, et pour faire quoi? Gouverner sur un champ de ruines, comme ce qui avait été fait en Syrie? À quoi bon? Il n'arrivera forcément pas à un contrôle politique, même si c'est un contrôle militaire de ces populations. Donc pourquoi faire? Non, mais je suis pas dans les états-majors russes, mais je pense qu'il y a quand même une constante dans la manière dont l'armée russe opère.
Il y a la théorie de la guerre des sièges, qu'ils ont mis en pratique dans plusieurs théâtres d'opération, Alep, la théorie des bombardements aériens, la théorie Grozny. D'abord parce que, de manière très très cynique, il y a un coût humain pour l'armée envahissante à rentrer dans un environnement très peuplé et résistant. Si les villes s'étaient ouvertes en disant bienvenue aux frères russes, bon, il y aurait pas. Mais là, vous avez des villes qui résistent, qui sont des villes très urbanisées. Il faut s'imaginer que vous étiez sur le terrain. C'est des villes à l'européenne avec un réseau très dense, etc. Et donc des rues, des ruelles, etc. Donc, rentrer dans ces villes à découvert, c'est juste pas possible dans la pratique et la théorie. Et par contre, il y a une espèce de férocité qui doit probablement aussi venir du fait qu'on veut montrer. L'idée, c'est quoi? C'est de casser aussi la résistance des civils, c'est de casser la solidité de la nation, c'est de casser le dos à ce pays pour dire voilà où vous allez. Et si vous laissez tomber, d'ailleurs il l'avait dit, si vous laissez tomber les armes à Mariupol, on laissera sortir les gens. Les gens ne laissent pas tomber les armes. Donc après, vous l'avez dit, c'est d'une violence inhumaine, mais c'est la guerre. Je veux dire, la guerre, c'est pas non plus. Ça n'a jamais été fait avec des couloirs humanitaires. Je veux pas mettre les choses en parallèle, mais on a la mémoire courte. Des conflits de ce type, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup au Moyen-Orient. Quand Alep a été rasé, hein, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. On ne s'est pas bougé. La fameuse ligne rouge contre les armes chimiques, on ne s'est pas bougé. Et si des attaques chimiques ou des attaques nucléaires ont lieu, est-ce que là, on peut espérer un peu plus de courage ? Est-ce qu'on peut espérer, mais justement, cette ligne rouge qui avait été agitée par l'administration Obama et finalement personne n'y est allé, ou en tout cas les Français se tenaient prêts, mais les Américains ont renoncé, si là, le Kremlin franchissait une étape de plus, qu'est-ce qui se passerait ? La diplomatie des lignes rouges et la politique des lignes rouges, on sait bien où ça mène. Et pas certain que voilà, là on fait vraiment de la science-fiction, c'est très compliqué à imaginer. Ce qu'il faut penser, enfin à titre personnel, je pense qu'il est par contre très envisagé rationnellement que Vladimir Poutine puisse en dernier ressort arriver ce genre d'extrémité. Ça c'est certain. Ça, en tout cas c'est envisagé par les états-majors. Après qu'est-ce qui se passe dès lors que c'est assez compliqué. Mais c'est déjà un pays, l'Ukraine est déjà un pays qui est à genoux. C'est déjà un pays qui est 4 millions de réfugiés, des villes qui étaient comme là où on est, Boulogne-Billancourt, enfin la grande ceinture de Paris, c'est pareil que les alentours de Kiev, toute proportion gardée. Et donc ça, c'était attaqué, bombardé, pillé, avec des villes à moitié détruites ou plus que ça. C'est déjà quelque chose qui est... Il n'y aura pas de retour, j'entends. On est déjà dans quelque chose d'incroyable. Le président russe qui établit aussi un chantage au gaz. À partir de ce vendredi, les acheteurs de gaz devront avoir des comptes en roubles, faute de quoi la Russie ne les livrera pas. Je propose d'écouter Vladimir Poutine et puis on se reparle juste après. Personne ne peut nous vendre quoi que ce soit gratuitement et de même, nous ne produisons rien gratuitement. Nous avons livré aux consommateurs européens nos ressources, le gaz ici. Ils l'ont reçu, ils nous ont payé en euros et ensuite ils les gèlent ces euros. Alors, une partie du gaz livré en Europe, nous le livrons gratuitement de fait. À ces pays, des règles claires. Pour acheter du gaz naturel russe, ils doivent ouvrir des comptes en roubles dans les banques russes. Et c'est avec ces comptes qu'ils pourront payer le gaz. Ça commencera à partir de demain, le 1er avril. Paolo Levi, est-ce qu'il faut le prendre au sérieux, là, Vladimir Poutine, ou c'est un coup de bluff de dire qu'il coupera les livraisons de gaz ? Non, écoutez, il ne faut pas oublier que nous sommes dépendants du gaz russe. L'Italie, l'Allemagne de façon particulière, mais en Europe plus en général. Mais Vladimir Poutine est aussi dépendant de l'Europe parce que nous sommes leurs grands clients. Donc, je pense que là, il est en train de jouer très gros, de bluffer aussi. C'est vrai que cela pose un vrai problème
Et même si, voilà, je vous entendais dire que l'Allemagne risque de passer les prochains mois au froid, apparemment, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a des stocks en Europe qui sont suffisants au moins jusqu'à l'hiver prochain, 2023. Et la question se poserait pour l'hiver 2024. Donc, il y a encore du temps pour résoudre cette situation. Une chose est sûre et certaine. Là, ça fait 30 ans qu'au sein de l'Union européenne, on discute de cette question-là, de la dépendance du gaz et du pétrole russe. Il est grand temps de construire une Union européenne de l'énergie digne de ce nom, parce qu'on ne peut plus être à la merci. Voilà. Alors ça veut dire se tourner vers d'autres pays européens pour l'approvisionnement en énergie, ou ça veut dire plutôt envisager les énergies renouvelables? C'est saisir la balle au bon, là. Il y a un bel alignement des astres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, le développement des énergies renouvelables devienne d'une actualité criante. Et donc, oui, c'est une raison de plus, et je dirais même très bonne raison de développer encore plus cette forme d'énergie dans un mix qui va être aussi en France avec le nucléaire. C'est clair, on l'a vu par les annonces du président de la République qui croit beaucoup dans l'atomique, et chez nous, en Italie, à travers d'autres ressources, parce que nous, le nucléaire, par 2 référendums, on a dit non. Donc, mais voilà, c'est l'occasion de relancer aussi les énergies vertes, c'est sûr. Alors, je vous donne la parole parce qu'il nous reste quelques minutes. Oui, je vais vous montrer un dessin du grand dessinateur portugais Antonio, un dessin qui date de 2007 et qui était non pas visionnaire, mais c'est dire à quel point vous disiez que la situation dure comme ça depuis 30 ans. Mais voilà, vous avez la carte de l'Europe et puis le personnage de Poutine qui était déjà maître des tuyaux de gaz et il est d'une actualité évidemment brûlante, extraordinaire dessin. Un autre dessin de la dessinatrice vénézuélienne Raima, très intéressant aussi. Alors DDHH en espagnol, c'est l'abréviation de droits de l'homme pour la compréhension. Donc c'est la guerre du gaz vue par Raima. Je trouve qu'il y a une espèce de faculté à synthétiser et à contracter le dilemme auquel est confrontée l'Europe en premier, mais le monde en règle générale. Gaz russe versus droits de l'homme. Faites vos choix. Hein. Bon, moi le mien, je le ferai vite fait, bien fait. Et puis pour terminer, un petit cri du cœur comme ça, pour avoir un peu d'élan positif d'un dessinateur du Honduras, Sergio Vallejo. Un petit cri du cœur et puis un petit jeu de mots. C'est pas rien d'un hispaniste. Non au gaz à effet de guerre. Un peu de poésie pour nous consoler de l'horreur. Il nous reste quelques minutes. On va revenir sur une autre actualité qui a marqué la semaine, sur laquelle je vous ferai réagir, vous Ziad, comme promis. Cette démonstration de force du président tunisien Kais Saied a dissous le Parlement. Des députés l'avaient défié quelques heures avant cette annonce en organisant une session virtuelle, puisqu'ils avaient interdiction de se réunir depuis la suspension de l'Assemblée l'été dernier. Dans le viseur du président, du chef de l'État, le président du Parlement, Rachid Ranouchi, qui a été convoqué pour complot contre la sûreté de l'État, comme d'autres élus. Il est en train de faire quoi, là, le président tunisien? Il renforce encore un peu plus son emprise? Il gouverne complètement seul? Il fait ce qu'il dit qu'il fait depuis juillet. Donc, il est arrêté par aucun obstacle. Bon, il y a une problématique de double légitimité, c'est très clair. Il y a la légitimité présidentielle, il a été élu. Il y a la légitimité de ce Parlement qui a été élu. Mais je pense qu'on a déjà dépassé cette question. Je pense que il y a une personne qui a pris la main sur le système politique en Tunisie, qui a un plan dans sa tête, une présidence, une réforme de la Constitution. Il y a c'est vraiment où il va? consultation. Le sait-il lui-même où il va? Je pense qu'il sait très bien où il va. C'est quelqu'un. D'abord, c'est un constitutionnaliste, c'est un prof de droit, c'est quelque chose qu'il a travaillé très longtemps. Mais qui prend pas mal de liberté avec la Constitution, quand même. Mais parce qu'il pense que tout ça, c'est une constitution bourgeoise, c'est quelque chose qui n'est pas fonctionnel. Il pense que tout ça, c'est des anciens régimes qui se sont perpétués et que lui, il a ce qu'il faut, il a la construction qu'il faut pour un pays comme la Tunisie, c'est-à-dire un espèce de mélange de vision du raïs éclairé et puissant en haut, et les comités populaires ou les émanations des collectivités qui gouvernent en remontant. Bon,
tout ça, c'est bien gentil. Enfin, je veux dire, y a pas. Ce qui est gênant, c'est que cette discussion politique, d'abord, elle a un coût sur le plan des libertés, puisque la Tunisie était quand même le pays qui avait créé quelque chose au début des printemps arabes et qui avait quand même maintenu des élections. On a eu une série d'élections qui ont eu lieu, qui se sont passées normalement. Après, il y a une focalisation sur les islamistes aujourd'hui et une partie de l'opinion est restée fidèle à Kais Saied parce que encore une fois, je vous parle d'un ancien régime post-révolutionnaire, donc tout ça, ça rentre dans le jeu. Mais alors, une partie de l'opinion, vous dites publique, lui reste fidèle, même si on a l'impression, ou en tout cas, une journaliste disait l'inverse hier sur ce plateau, que les Tunisiens sont complètement éloignés de cette guerre institutionnelle. Ce qui les préoccupe aujourd'hui, c'est cette pénurie qui menace, notamment à cause de la guerre en Ukraine, mais pas que, c'est le chômage, c'est l'économie, c'est ça les préoccupations. Oui, alors, je suis assez d'accord avec vous, mais disons que s'il y avait une réaction, j'allais dire, populaire assez forte, on la sentirait. Okay. On sentirait une résistance. On ne le sent pas. Après que les gens soient essentiellement préoccupés par la situation économique, ça date d'avant la guerre en Ukraine, ça va s'aggraver avec la guerre en Ukraine, mais en même temps, c'est un pays qui a une formidable résilience. Ça fait des mois qu'on dit qu'ils vont faire faillite. Ça fait des mois qu'il n'y a pas un rond qui rentre, ni du Fonds monétaire, ni de l'Union européenne, etc. Et pourtant, ça continue. Et puis, c'est un pays qui s'est... et après, je m'arrête, qui s'est morcellisé en différentes entités. Je veux dire, il y a le pouvoir politique, il y a une jeunesse qui est assez créative, qui vit sa vie pratiquement toute seule, enfin, de son côté. Il y a une vie associative qui est très forte. Il y a une vie sur Internet qui est très puissante. Il y a une société civile qui est très active. Il y a un monde du business qui, je ne sais pas comment il trouve ses solutions, mais qui s'en sort pas trop mal. Et donc voilà, c'est une espèce de cas dans lequel tout le monde s'est installé, mais qui, au fond, ne résout pas la question essentielle qui est la dévolution du pouvoir et l'évolution économique. Et vous aurez eu le mot de la fin. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous les quatre. Merci à vous de votre fidélité. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.